Alors, ce week-end, le mouvement conservateur rassemblait dans un grand colloque les différentes tendances de la droite des idées. Éric Zemmour, il poursuivait sa tournée triomphale pour assurer la promotion de son livre, tout en tapant sur la droite et ses représentants. « Je veux parler aux orphelins du RPR », a-t-il déclaré. Et puis de l'autre, Mathieu Bock-Côté, les Républicains ont fixé les modalités du congrès qui leur permettra de choisir le 4 décembre leur candidat, en prenant bien soin, entre parenthèses, de mettre un amendement anti-Zemmour. Alors, la question suivante, est-ce qu'il y a un éloignement de plus en plus prononcé entre la droite des idées et la droite des partis? Il n'est pas certain que les deux puissent même correspondre aujourd'hui, converger. La droite républicaine, la droite, celle qui se dit républicaine en ce moment, donc les républicains, semblent s'engager dans la course la plus romanesque et palpitante qui soit de l'histoire de France, choisir entre Pécresse, Bertrand et Barnier. On sent l'excitation monter partout. On sent la veine romanesque de ce récit, de cette course. Bon. Donc, de l'autre, et en plus, ils vont choisir leur héros le 4 décembre, si je ne me trompe pas, le temps véritablement de s'auto-expulser du jeu politique. Il y a là-dedans une forme de brio dans l'échec. Ensuite, on a l'autre frange de la droite macronisée, compatible, associée à Édouard Philippe et d'autres, qui a le fantasme giscardien du grand bloc majoritaire, de la convergence des centres, et qui veut servir d'assise aux prochaines législatives pour Emmanuel Macron. On le voit. Et à travers tout cela, au-delà de ces effets de surface qui relèvent de la vie politique parlementaire, il y a, je crois, une des grandes faiblesses intellectuelles de la droite, c'est-à-dire cette obsession monomaniaque de l'économie, cette vision de la politique strictement gestionnaire, et une droite qui se questionne sans cesse sur son identité, ne sait plus à quoi elle sert, et finalement, qu'est-ce que la droite, très souvent, généralement, puisqu'elle est inconsciente de sa propre identité, si elle en a une, c'est une gauche pâle ou une gauche au ralenti qui prétend savoir compter, et même dans les circonstances, il n'est pas certain que ce soit le cas. Donc, le premier portrait, c'est le portrait d'une droite dévastée, qui est condamné à une relative impuissance et qui est écarté du jeu en ce moment, à moins de se neutraliser dans la Macronie. Ça rejoint un petit peu ce que Dimitri disait, même au niveau européen. Est-ce que, j'allais dire, mais que propose la droite? Ou bien est-ce qu'il en est de même de la droite intellectuelle? C'est une autre chose. C'est-à-dire qu'il y a une renaissance paradoxale de la vie intellectuelle conservatrice. On peut utiliser ce mot-là, on n'est pas obligé de le prendre. Beaucoup de gens qui, aujourd'hui, participent à ce renouveau intellectuel conservateur ne se diraient pas de droite, pour d'excellentes raisons, souvent d'ailleurs. Mais il y a un renouveau intellectuel du conservatisme en France depuis quelques années. Une réflexion de fond sur la question de la civilisation, de l'État, de la dégénérescence de la démocratie, de la falsification du droit, de la censure qui partout s'impose, sur le sens de l'identité nationale qu'on ne saurait réduire à l'abstraction républicaine, non plus qu'une forme d'abstraction administrative. Donc, il y a une vie intellectuelle aujourd'hui dans une certaine droite, entre guillemets, qui ne porte pas toujours ce nom. Mais est-ce que la droite des idées rencontre la droite des partis? Rarement. De temps en temps, la droite des partis emprunte quelques slogans, quelques idées, quelques formules qui viennent de la droite des idées, histoire de muscler de manière arbitraire la campagne, pour jouer de la trompette le temps de se rendre aux élections. Mais en dernière instance, elle est intellectuellement neutralisée, la droite politique, ce qui fait que la droite intellectuelle est condamnée à une forme d'exil intérieur. Est-ce que le vrai problème, Mathieu Bock-Côté, ne vient pas justement du clivage droite-gauche? Ah oui, pour moi l'essentiel est là. Le clivage gauche-droite est un clivage qui fonctionne exclusivement à l'avantage de la gauche. C'est la gauche qui s'autoproclame gauche et qui refoule à droite ceux dont elle ne veut pas. Et il ne suffit pas d'être de gauche, il faut rester de gauche. Ça, c'est encore plus difficile. Et qu'est-ce qu'on fait pour rester de gauche dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, devant les différents lobbies à prétention minoritaire qui prétendent dicter le juste, le vrai et le sens de l'histoire? Il faut se coucher, se rallier ou alors être refoulé à droite et autrement dit, renvoyé chez les infréquentables. Donc la gauche décide finalement qui est à droite, mais décide aussi qui est très à droite. Trop à droite. Et ensuite, il y a cette formule, moi, qui m'obsède, dont je parle souvent, la droite décomplexée. Quand on dit droite décomplexée, c'est pas un compliment. Autrement dit, on aime la droite complexée, la droite inhibée, la droite soumise, la droite qui demande la permission d'exister, de sortir du petit carré où on l'a confinée. En fait, mais lorsque la droite est décomplexée, on la soupçonne donc d'être soudainement dangereuse pour la démocratie.
Et il y a aussi cette idée, quelquefois, qu'elle serait connectée aux plus toxiques passions. Et on voit une partie de la gauche, d'ailleurs, qui se permet d'édicter avec qui peut-on débattre, avec qui doit-on débattre. Ce sont des gens qui, autrement dit, ne veulent débattre qu'avec eux-mêmes. Et si quelqu'un contredit l'hégémonie intellectuelle de cette gauche, on dit on ne débat pas avec ces gens-là. Ils sont trop dangereux comme ça. On ne peut pas débattre avec le méchant du moment. Donc, une bonne partie du travail intellectuel de la gauche consiste à expliquer pourquoi elle ne veut pas débattre avec ceux qui ne se soumettent pas à elle. Et ça nous amène au concept central sur lequel repose ce clivage aujourd'hui, le concept d'extrême droite. Le concept d'extrême droite est un concept qui en dit davantage sur celui qui l'utilise pour fustiger son adversaire que sur celui qui est ainsi fustigé. Je lance le défi suivant aux politiques et aux éditorialistes qui utilisent ce concept sans arrêt. Pourriez-vous le définir, s'il vous plaît? Le concept d'extrême droite est un concept à peu près indéfinissable aujourd'hui. Il sert simplement à dire une chose: attention, chien méchant. Attention, personnage dangereux. Et je donne souvent cet exemple. Les arguments utilisés pour parler de l'extrême droite, ce sont les arguments olfactifs. Vous êtes nauséabond, vous êtes sulfureux. C'est un argument qui fonctionne à la reniflette. Et là, on se dit un instant, qu'est-ce que cette extrême droite? Et là, la définition ne vient pas. On comprend que c'est un concept qui s'inscrit dans une vieille histoire du politique qui consiste à créer les catégories nécessaires à l'ostracisme, à la mise à mort sociale, au bannissement civique, au bannissement médiatique. Dire de quelqu'un qu'il est d'extrême droite aujourd'hui, généralement, c'est simplement une manière de dire « tenez-vous éloigné de cette personne qui n'est pas autorisée dans la conversation civique. Nous devons véritablement nous débarrasser de lui, le condamner à l'effacement civique ou alors le transformer en diable sur lequel on peut jouer aux fléchettes. » Et en ces matières, je pense que tout ce clivage gauche-droite, en fait, permet à ceux qui se disent de gauche de transformer en infréquentables, selon différents moments, selon différents thèmes, selon différentes heures, ceux avec qui il ne veut pas parler, ou alors seulement l'adversaire du moment transformé en ennemi de la cité. J'ai beaucoup de questions que je poserai juste tout à l'heure, mais est-ce que justement on n'a pas répété, Mathieu Bock-Côté, toutes ces dernières années que c'est la droite qui avait remporté justement le combat des idées? Oui, je connais cette théorie. Oui. Alors oui, on est devant une gauche qui a été si longtemps hégémonique qu'il lui suffit d'être contestée pour se croire assiégée. Et de l'autre côté, on a une droite qui a été si longtemps dominée qu'il lui suffit d'être entendue pour se croire dominante. Donc une espèce de double quiproquo. Donc, d'un côté, la gauche dit « Mais quelqu'un me contredit, c'est inacceptable. Comment ça peut se passer? S'il vous plaît, on ne peut pas débattre avec cette personne-là. CSA, faites quelque chose, s'il vous plaît. » Bon. Et de l'autre côté, on a une partie de la droite qui était si longtemps habituée aux génuflexions, à chuchoter discrètement ses convictions, à l'abri surtout des médias où on ne l'invitait pas, qu'il suffit qu'on l'invite pour qu'elle se croie triomphante et dominatrice. Bon. Il faut être sérieux, là. Les mouvements de fond qui commandent notre civilisation aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est la liquéfaction des appartenances traditionnelles, c'est la déconstruction de la nation, c'est la mauvaise conscience qui domine véritablement l'esprit occidental aujourd'hui, c'est la neutralisation de l'État devenu impuissant, c'est l'impossibilité de se présenter comme une nation et comme un peuple, à moins de consentir à se faire traiter de raciste. C'est l'extension de la définition des concepts de racisme, de xénophobie, tout ça. Alors soyons sérieux. Aujourd'hui, ce que j'appelle le régime diversitaire, le multiculturalisme extrême, le néo-féminisme, l'hostilité à la civilisation occidentale sont hégémoniques. Mais puisqu'il est désormais permis, minimalement, de dire qu'on s'en réjouit pas nécessairement, on crie « attention, la droite revient ». Et c'est l'éternelle tentation de fasciser l'adversaire. Mais vous savez, l'antifascisme carnavalesque, l'antifascisme de contrebande qui domine aujourd'hui, il est loufoque. Imaginez que De Gaulle ou Churchill reviennent aujourd'hui. Toujours possible, hein? Eh bien, imaginons qu'il serait extrême droitisé. C'est le paradoxe de notre époque qu'on diabolise aujourd'hui. On diabolise aujourd'hui la nation, le patriotisme, l'identité, tout ce qui a permis de résister au totalitarisme au XXe siècle. De Gaulle n'a pas résisté, Churchill n'a pas résisté au nazisme au nom d'une conception désincarnée de je ne sais quelle lecture des droits de l'homme. C'était au nom de la France éternelle, c'était au nom de la grandeur britannique, c'était au nom de la patrie, c'était au nom de l'Occident. Mais aujourd'hui, ce qui a permis de défendre la démocratie est diabolisé et disqualifié et transformé en catégorie monstrueuse au nom d'une conception falsifiée de la démocratie. De ce point de vue, c'est une fraude intellectuelle à grande échelle. Mais finalement, au bout du bout, vous êtes en train de nous dire qu'entre la droite des idées, Éric Zemmour, et la droite des partis, il ne faut pas les opposer, il faut les unir. J'ignore si ce mariage est possible. Mais en fait, et au-delà des personnages, je dirais que d'un côté, la droite gouvernementale a un avantage qui est réel. Elle a une expérience du pouvoir. Elle sait ce qu'est gouverner.
Mais elle est impuissante et ne sait pas quoi faire du pouvoir qu'elle essaie d'obtenir. Et de l'autre côté, la droite dite intellectuelle, à tout le moins la droite qui décide de porter la contre-offensive intellectuelle, a une véritable vigueur intellectuelle, une vigueur mentale, et ça dépasse largement le cas de Zemmour sur ce coup-là. Ils sont plusieurs à travailler dans cet esprit, mais elle est politiquement impuissante. Les deux peuvent-ils s'unir? Peut-être, mais à une condition, que ce qu'on appelle la droite, en fait que ce que la gauche appelle la droite, parvienne à se délivrer de l'hypnose progressiste, comprennent que la guerre du langage est fondamentale, se délivrent du vocabulaire, des concepts, de l'imaginaire, de tous les termes utilisés par le langage médiatique dominant, comprennent finalement, c'est la loi de Orwell, hein, c'est-à-dire qui maîtrise le langage en politique maîtrise l'imaginaire et maîtrise les conditions du pouvoir. Si la droite accepte d'être autre chose qu'une non-gauche, une non-gauche géniarde, une non-gauche qui prétend savoir compter, peut-être existera-t-elle. Pour l'instant, elle a tendance à maudire les siens qui décident de véritablement prendre au sérieux le combat intellectuel et politique. Dimitri, est-ce que ça veut dire, ce que dit Mathieu Bock-Côté, qu'il faut absolument, et que c'est vital, vous qui avez parlé tout à l'heure de la droite en Allemagne, de la droite au niveau européen, comme le soulignait Éric Zemmour, il faudrait que la droite légitimiste, bonapartiste puisse se séparer de la droite orléaniste, centriste, pour pouvoir exister, pour pouvoir avancer, pour pouvoir vaincre. Ouais, alors, je suis moins calé en histoire politique que Mathieu, mais je ne suis pas sûr d'abord que cette répartition des différentes droites aujourd'hui ce soit encore tout à fait valable. Je pense que c'est... Mais oui, non, mais ce qui me fascine, c'est cette inversion des valeurs aujourd'hui. On en a parlé 1000 fois. La gauche qui a absorbé des valeurs de droite et inversement. Mais c'est ça où je dis justement, ouais. Est-ce qu'il ne faut pas trier le grain de l'ivraie, Charlotte, peut-être terminez ce que vous dites ensuite, Charlotte. Non, mais je pense que Mathieu a dit l'essentiel, c'est-à-dire que c'est le mot de Lénine. Hein. Faites-leur avaler le mot, ils avaleront la chose. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. La droite, aujourd'hui, n'impose plus ces termes, en réalité. Et c'est extrêmement compliqué pour elle. Mais je suis tout à fait d'accord, en revanche, sur cette idée qu'il y a une vie politique à droite dans le camp conservateur qui est très active, mais tout ça va prendre 5 ans, 10 ans, et ça finira par germer, je pense. Charlotte Dornelas, 10 secondes, et Mathieu, 10 secondes. Mais en fait, il y a eu deux courants à droite sur la question de l'inversion des valeurs. Le mot le plus flagrant, peut-être, c'est le libéralisme, qui mériterait une émission en entier, mais les conservateurs veulent se libérer, on va dire, d'un libéralisme qui était censément simplement économique, et les libéraux conservateurs n'ont été que libéraux et pas conservateurs. Mais je pense que le vrai problème que pose Éric Zemmour à toute la droite de manière générale, c'est qu'il est en train de devenir le candidat des promesses pour lesquelles les Français ont déjà voté. Ils ont voté de nombreuses fois pour toutes les promesses que ferait Éric Zemmour demain s'il était candidat, en étant trahi précisément sur ces promesses-là, notamment sur le domaine du régalien, de l'immigration, la question civilisationnelle pour faire large. Les Français l'ont déjà choisi. C'est pour ça, quand ils parlent du RPR, quand ils parlent de l'Union européenne et du vote des Français, etc. On a fini. 10 secondes. Non, 10 secondes, c'est de dire que déjà, la droite institutionnelle ne parle que par slogan, alors que la grande chance avec Zemmour, c'est qu'il y a une intellectualisation et que les gens ont besoin de cette intellectualisation. Ils n'ont plus envie d'être simplement des lucioles qui viennent porter leur vote dans l'urne. Je veux parler aux orphelins du RPR. On retiendra cette phrase d'Éric Zemmour. Excellente suite de programme sur CNews. Tout de suite, Pascal Praud.